Salut tout le monde, bienvenue à ce neuvième vidéo de la playlist de Labyrinthe de War on Terror, publiée par GMT Games en 2010. Alors peut-être que vous êtes un fidèle auditeur qui a fait ses devoirs et qui a tout écouté les vidéos précédentes, ou peut-être que vous n'êtes qu'un profiteur là, qui se précipite aux vidéos de stratégie pour profiter de toute ma sagesse de joueur professionnel de Labyrinthe avec 200 games d'expérience. Fait que peu importe, bienvenue quand même à ce vidéo-là. C'est tough de. Labyrinthe est un jeu très chaotique, c'est ce que j'adore d'ailleurs. Alors c'est dur de donner une recette universelle qui va s'appliquer en tout temps, là. Chaque main de carte est un défi en soi. Euh, Tout dépend, là, une game va complètement partir dans une autre direction en fonction, là, dès le premier tour, en fait, dès les événements du premier tour, là, votre main va partir, va vous amener dans une direction, la main du djihadiste va l'amener lui-même dans une direction et va vous forcer à le suivre partiellement. Alors c'est quand même assez tough de donner quelque chose. Ceci dit, on connaît les cartes au bout d'un certain temps. Je les ai expliquées dans mes vidéos précédentes, puis à l'usage. Vous allez reconnaître ces cartes-là. Et il reste que le scénario de base, le plus populaire, là, comme tous les jeux, le labyrinthe offre des scénarios alternatifs, là, si jamais vous voulez changer d'air puis voir autre chose. Euh, mais le scénario qui est le plus populaire, le plus simple, c'est le scénario qui se passe, j'aime bien ça, c'est vraiment ça qu'ils disent dans le rulebook. C'est un scénario qui commence le 12 septembre 2001. Alors la veille a été une grosse journée, le 11 septembre 2001. Et là, on se transporte là. Saurez-vous faire mieux que les Américains qui se sont dépêchés d'envahir l'Afghanistan? C'est ce qu'on va voir. Fait que je vais vous donner des conseils relativement le plus universel possible. Puis, à la limite, vous avez des questions, des cas, vous pouvez les poser dans les commentaires. Puis, sérieusement, si j'ai assez de questions dans les commentaires, je vais peut-être faire un autre genre de vidéo un peu Q&A, là, questions-réponses, où je vais adresser les questions que les gens ont répondu, là. Ça va me faire plaisir, évidemment. Fait que, de manière générale, puis là, je le dis, je le répéterai pas, je pense, dans la vidéo de djihadiste, parce que j'imagine que les joueurs vont écouter la plupart des joueurs vont écouter les deux vidéos, là. Mais de manière générale, ça vaut pour les deux camps, là, ce conseil-là, là. Ayez un plan avec votre main. Alors, regardez votre main, là, vous avez quand même 8, 9 cartes en moyenne dans votre main, là. Regardez votre main et ayez un plan. Alors, cette carte-là, je ne vais absolument pas la jouer. C'est la carte que je vais discarter à la fin du tour. Ça, je veux le jouer pour l'événement. Ces deux cartes-là, je vais les jouer back à back pour empêcher le djihadiste de répondre, là. Fait que, tu sais, on, on regarde pas les trois, quatre premières cartes de notre main, puis là, on s'excite, là, puis là, on prend une carte, puis on la joue tout de suite. Il faut regarder l'ensemble de l'œuvre et comprendre exactement même l'ordre approximatif. C'est sûr que comme on dit, aucun plan ne résiste au contact avec l'ennemi, là. Le djihadiste va vous forcer à sortir de ce plan-là, mais au moins ayez un genre de plan par défaut ou une idée de ce que vous allez faire avec votre main, là. Ça, c'est vrai pour, je vais peut-être répéter ça dans toutes mes vidéos, pour toutes les card-driven games. On prend le temps de regarder la main qu'on s'est fait dealer pour ce tour-là, là, puis on essaye d'élaborer un semblant de plan. Il ne faut pas être rigide là-dedans, il faut être flexible, dépendamment de ce que notre adversaire va jouer, mais vous comprenez le principe. Je résume l'Américain comme ça. Vous, en tant qu'Américain, vous allez devoir profiter de petites fenêtres d'opportunité pour atteindre votre condition de victoire, qui, je le rappelle, 98% du temps est d'avoir 12 ressources de pays musulmans à good. Vous allez devoir profiter de petites fenêtres d'opportunité. Ça va peut-être représenter 10% de votre temps. Et avec le 90 autres de votre temps, vous allez éteindre les feux que le djihadiste va allumer. Vous allez devoir réagir à ce que le djihadiste va faire. Mais au travers de ça, à un moment donné, vous allez avoir, désespérez pas, des petits moments de répit pendant lesquels vous allez essayer de faire la guerre des idées et d'amener les pays musulmans à une governance de good. Mais on ne part pas aveuglément en faisant uniquement la guerre des idées, puis en ignorant ce que le djihadiste fait. Vous allez probablement vous retrouver que vous allez perdre avant de vous rendre là.
Mais dès que la situation est favorable, dès que votre prestige est bon, que vous n'avez pas de pénalité de GWAT, que le feu n'est pas pris quelque part, profitez-en, là, chérissez ces moments-là et profitez-en vraiment pour faire la guerre des idées dans les pays musulmans. Un très bon exemple, c'est au début de la game, si le djihadiste est malchanceux, là, je sais pas trop c'est quoi les odds, c'est un peu dur à calculer, mais si le djihadiste réussit pas au début de la game à faire descendre votre prestige ou à fucker la posture mondiale par rapport à vous, ben c'est dur d'être mieux que ça, là. Aucune pénalité de GWAT, puis plus un sur vos rôles de prestige. My God, précipitez-vous à faire la guerre des idées, là. Profitez-en pour faire la guerre des idées. En v'là une fenêtre d'opportunité. Ça durera peut-être pas longtemps, au minimum, vous allez arriver à la fin de tour, puis étant donné qu'il y a un pays islamiste rule, votre prestige va dropper de 1. Fait que déjà là, vous n'avez plus le bonus de plus 1 à la guerre des idées, où des événements vont faire que des pays vont tester soft. Puis là, vous allez avoir une pénalité de GWAT où le djihadiste va menacer à des places. Vous allez devoir faire un régime change, vous allez devoir alerter des plots. Profitez de ces petites fenêtres d'opportunité-là comme Américain. C'est le meilleur conseil universel que je peux vous donner comme, comme joueur US. Et je disais, le 10%, là, juste pour pas que vous stressiez, là, il y a des tours au complet où vous ferez aucune guerre des idées dans un pays musulman parce que votre prestige est aux toilettes. Ben, votre prestige est à -1. Votre prestige est low. Vous avez une pénalité de GWAT. Pendant ce temps-là, ben, vous contrecarrez les plans du djihadiste. Puis encore là, c'est un classique d'un card-driven game. On espère que la prochaine main va être meilleure. On espère que l'adversaire va jouer de nos cartes pour nous aider. Mais tu sais, là, on essaye de toffer pendant ce tour-là. Et c'est très vrai pour le US. Vous allez tout finir vos games US en sueur, là. Littéralement, vous allez, comme on dit en bon québécois, spotter en dessous des bras. Euh, on a l'impression, comme US, puis ça doit être comme ça dans la vraie vie, qu'on est toujours en train de courir après un ennemi là, qui nous file entre les doigts, cet ennemi invisible-là, là, que sont les terroristes. Là. Euh, on sort pas d'une game avec les mêmes émotions quand on est US puis quand on est djihadiste. Quand on est US, on a vraiment l'impression, my God, j'ai l'impression là, que j'ai passé la game à alerter des plots, à faire des regime change, à stresser pour mon prestige, puis c'est vrai. Euh, mais en même temps, en espérant qu'au travers de ça, vous allez avoir les fameuses petites fenêtres d'opportunité que je parlais. Quand on y pense, je vais peut-être zoomer une petite affaire. Quand on y pense, non, je mets ça à l'extrême, là, mais c'est juste pour vous encourager, là, comme joueur US. Euh, Pas besoin de faire beaucoup de rôles de guerre des idées pour gagner la game, en théorie. Fait que si on regarde la situation de départ, un rôle successful au Gulf States, on a 3 ressources à good. Ensuite, 2 rôles successful en Arabie Saoudite, on a déjà la moitié du chemin de fait. On est déjà rendu à 6 ressources. 3 rôles seulement. Fait que quand je disais que les fenêtres d'opportunité peuvent être courtes, là, pas besoin de faire 25 rôles pour gagner la game comme Américain. Il faut timer ces rôles-là, il faut les faire au bon moment, puis il faut réussir. Bon, là, il y a une partie de luck, mais on peut s'aider avec les différents modifiers. Il y a aussi un gros concept très important, l'importance d'avoir un premier pays good ally. Typiquement, ça va être les Gulf States, c'est eux autres qui sont le plus proches de ça. Mais dès que les Gulf States sont good ally, là, vous avez +1 sur vos rôles en Arabie Saoudite, +1 sur vos rôles au Pakistan, +2 si votre prestige est correct. Et mine de rien, là, il y a un effet là, snowball, un effet boule de neige. Là. Il y a le principe là, qu'on appelle là, la victoire US quasiment du bulldozer, là, que le djihadiste pouvait absolument pas rien faire. Là. Je répète, si le djihadiste pige pas de carte pour fucker votre prestige, ben, carte 1 comme américain, vous brassez au Gulf States, vous avez -1 shift to good, mais +1 grâce au prestige. Vous brassez, vous pognez 5 ou 6, qui est quand même pas si extravagant que ça. Gulf States devient good. À votre deuxième carte, vous jouez une carte de 3, vous avez +1 pour la guerre des idées, +1 parce que vous êtes un pays adjacent, vous avez +2. Alors à ce moment-là, 3, 4, 5, 6 sur le dé amène l'Arabie Saoudite à faire. Fait que mettez-vous à la place du djihadiste qui regarde ça et qui dit My God, le game va-tu se finir dans 5 minutes? Fait qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de rôles. Le Pakistan, dans sa situation actuelle, 2 rôles et c'est fait. Un rôle pour l'amener à lier, un rôle pour l'amener à good. Donc, un rôle, 2 rôles, 2 rôles. Vous êtes à 5 rôles.
façon de le voir positive, vous êtes à 5 rôles d'avoir 8 ressources à good. Et là-dessus, seulement besoin d'une carte de 3, la première pour l'Arabie Saoudite. Le reste, ça se fait avec des cartes de 2. Vous pouvez garder vos cartes de 3 après ça pour alerter les plots puis faire des choses comme ça. Alors, ne désespérez pas. Fait que c'est évidemment, c'est facile en apparence. Dans les faits, c'est long. Vous ne serez pas capable de faire ces jets-là back-to-back. Vous allez éventuellement devoir réagir. Un bon djihadiste va contrecarrer vos plans. Mais c'est juste pour vous dire, là, pas besoin d'attendre d'avoir le prestige à 12 puis de jouer 25 cartes pour améliorer le sort du monde. Fait que souvent, de manière générale, dans ce scénario-là, si le djihadiste n'a pas fait baisser mon prestige, n'a pas fucké la posture mondiale, moi j'ai tendance go big or go home, mais je vais m'essayer au Gulf States. Je vais m'essayer au Gulf States, je vais jouer une carte de 2 au plus sacrant. 5 ou 6, ça réussit. 4, tout n'est pas perdu. Je mets un aid, ce qui fait que ma carte d'après, 4, 5, 6, c'est bon. Fait qu'oubliez pas, si vous brassez 4, moins 1 shift to good, plus 1 pour le prestige, ça s'annule. Donc ça demeure un 4. Vous allez mettre un aid dans le pays. Djihadiste est quand même assez loin pour venir enlever ce aid-là puis faire du trouble. Donc je me réessayerai tout de suite après avec une autre carte de 2 et cette fois, j'ai un plus 1 net. Plus 1 prestige, plus 1 pour le aid, moins 1 shift to good. Alors là, cette fois-là, un 4, ça marche. N'oubliez pas, un 3, plus 1 pour le aid, plus 1 pour le prestige, je tombe à 5, moins 1 shift to good, je tombe à 4, je ne mets pas un aid de plus. Alors quand je pogne 4, au final, sur la guerre des idées, je mets un aid uniquement s'il n'y en a pas déjà un dans le pays. J'essaye, comme je disais, au plus sacrant d'avoir un pays good ally pour être capable d'avoir plus un après en Arabie Saoudite puis au Pakistan. Parce que mon prestige ne restera pas à high tout le long. Un jour, il va être à médium. Alors, mon plus un pour avoir un adjacent good ally va en quelque sorte venir offsetter la baisse de prestige que j'ai eue. À noter qu'au début de la game, même si votre prestige était plus 1, ça dépend déjà de ce que le djihadiste a fait avec ses deux premières cartes. Fait que pour vous dire que c'est pas long, euh, c'est le djihadiste pourra jouer la carte de l'Iran, venir faire deux djihad deux djihad rolls au Gulf States. Le Gulf States devient poor. Déjà là, ça change un petit peu la donne. À ce moment-là, je vais travailler sur le Pakistan. La bonne nouvelle de travailler sur le Pakistan, étant donné qu'il est fair neutral au début, dans cette situation-là, j'ai plus 1 sur le jet parce que je ne suis pas en train de le shifter à good. Si je réussis, je vais l'amener allié. Je ne suis pas en train de le shifter à good. Fait que j'ai pas le moins 1 shift to good, j'ai juste mon plus 1 de prestige. Fait que mine de rien, là, 4, 5, 6, avec une carte de 2, j'amène le Pakistan allié, puis au moins je vais être capable de descendre des troupes là si jamais le djihadiste menace. Puis si je pogne 3, 3 plus 1, ça fait 4, je mets un aid. Alors la fois d'après, 3, 4, 5, 6, ça marche. Puis le aid, ce qui est cool, des fois, même si c'est triste de failer, c'est qu'il reste là jusqu'à temps qu'il n'est pas enlevé par le djihadiste, puis tant que le pays n'est pas à good. Fait qu'il va vous aider là, dans vos rôles futurs. Encore là, si votre prestige, vous commencez à vous faire brasser par rapport à votre prestige, là, le aid va continuer de vous aider. Euh, le djihadiste a ce que j'appelle un slow start quand même. Il y a 4 cellules en Afghanistan, c'est Islamist Rule, il peut recruter comme il veut, là, mais il doit prendre le temps de traveler, il doit prendre le temps de recruter encore plus de cellules. Généralement, il ne va pas vider l'Afghanistan. Fait que pour ses peut-être 4 à 6 premières cartes, là, le djihadiste a un peu un slow start. Des fois, on va aller tester la température de l'eau, on va s'en aller en Asie centrale. S'il teste poor, peut-être qu'on va être tenté de faire un peu de trouble là, amener des cellules au Pakistan, évidemment. Mais profitez-en. Le djihadiste a une espèce de slow start. Là. Un jour, il va avoir 10, 12 cellules sur le board un peu partout. Là. Puis le djihadiste va avoir beaucoup plus de flexibilité. Là, mais au début, le djihadiste est concentré dans un seul pays qui est l'Afghanistan. Il est obligé de flober des cartes pour faire du travel puis tout ça. Puis c'est là que vos petites cartes annoying comme Special Forces ou Predator, fait que, le djihadiste bouge des cellules au Pakistan, arrive à votre tour, vous flobez une petite carte de Special Forces, vous enlevez la cellule du Pakistan, là, le djihadiste mané va dire ouais, il faudrait bien que je recrute des cellules en Afghanistan, fait que, il est un peu là, il part en spinant un petit peu le djihadiste, puis il y a un peu de bizarre à se mettre en marche, vraiment profitez-en.
Ah, l'Afghanistan, mon amour, qu'est-ce qu'on fait avec l'Afghanistan? T'as bien du monde qui pose la question. Encore là, il n'y a pas de recette magique nécessairement. Doit-on envahir l'Afghanistan, oui ou non, au début du tour? Je pense que ça ne presse pas, mais je pense que tout dépend vraiment de votre première main. Alors, on les a vus dans la revue des cartes, là, il y a des bonnes cartes que le US peut utiliser pour l'aider en situation de regime change, comme NATO, UN Nation Building, évidemment Mass Turnout, Sistani. Si vous n'avez pas de carte nasty contre le regime change, puis vous avez des bonnes cartes contre le regime change, ça peut être un argument. Benazir Bhutto peut en être un autre. Vous avez Ben Laden dans votre carte, pourquoi pas le capturer dès le 15 septembre 2001, quelque chose de même. La première carte, vous descendez en Afghanistan. Deuxième carte, vous capturez Ben Laden. Bingo, moins 4 de funding, plus 1 de prestige. Ça peut être intéressant. Définitivement, si le djihadiste n'a pas réussi à baisser mon prestige, je n'envahis pas l'Afghanistan, c'est sûr et certain. Je ne veux pas risquer le rôle de prestige qui va faire dropper mon prestige. Je vais en profiter. Ça l'est ma fenêtre d'opportunité. Ça en est une. Fait que je vais en profiter. Là. Plus tard, si le djihadiste vient baisser mon prestige à 6, à 4, à 3, ben là, c'est presque un argument de vente pour envahir l'Afghanistan au bon timing. Encore là, on ne sait pas ce que le djihadiste a dans ses mains. Il les a peut-être, lui, les événements comme Quagmire, Abu Ghraib, puis les événements là, vraiment pénibles quand on est en situation de regime change. Mais c'est un peu inévitable. Là. Mais si vous-même, vous avez des bons événements par rapport à ça, euh, hésitez pas à y aller. Mine de rien aussi, c'est sûr, ça coûte des grosses cartes, mais d'être en situation de regime change, on a moins de cartes dans le tour, c'est certain. Mais on est en situation où est-ce qu'on peut disrupter quasiment en permanence avec des troupes US. Fait que pour faire monter le prestige, ça peut être une source. Vous faites un regime change en Afghanistan, ils testent poor ou fair si vous êtes mardeux. Avec des cartes de 3 ou des cartes de 2, vous allez pouvoir disrupter des cellules-là, puis c'est plus un de prestige à chaque fois. Alors, puis ça force le djihadiste à recruter d'autres cellules pour vous empêcher de faire la guerre des idées. J'aime descendre avec plus que 6 troupes quand je suis capable. Bon, le jeu est fait que vous avez 4 troupes qui commencent sur le board. Alors, si vous descendez en Afghanistan avec le minimum, c'est-à-dire 6 troupes, vous allez quand même être à war. Tout juste. Vous allez quand même piger 8 cartes au début de chaque tour. Des fois, surtout si un de ces pays-là est devenu good, mettons Gulf States, je vais essayer de ramener les troupes à la traque avant. Puis des fois, je vais descendre avec 8 cellules en Afghanistan, puis je vais être à war quand même. Toujours, j'aime ça avoir l'option d'être capable de faire la guerre des idées dans un pays regime change pour essayer de m'en sortir à un moment donné, puis pour essayer de garder la pression sur le djihadiste, de recruter des cellules-là. Pendant qu'il fait ça, il ne se répand pas ailleurs. Il est obligé, on dirait, de garder une masse critique de cellules dans le pays regime change pour empêcher le US de faire la guerre des idées. Puis avec 8 troupes, il faut qu'il y ait 4 cellules dans le pays quand même pour empêcher la guerre des idées. Puis n'oubliez pas que vous pouvez disrupter à volonté dans un pays regime change, gênez-vous pas. Là. Puis quand vous descendez en regime change, toutes les cellules deviennent actives. Alors quand vous disruptez, là, vous removez 2 cellules de la shot. C'est quand même pas rien, plus un prestige à chaque fois. Oubliez pas, c'est fucké, mais quand vous faites un regime change, le pays devient allié. Alors rien ne vous empêche de ramener d'autres troupes dans ce pays-là. Alors si à un moment donné, la situation de votre prestige se fixe, puis vous voulez là, commencer à faire la guerre des idées dans le pays, ça m'est déjà arrivé de reprendre par exemple 3-4 troupes de la traque, puis de venir les ajouter aux 6 troupes déjà existantes en Afghanistan pour avoir 9-10 troupes là, puis être capable enfin de faire la guerre des idées, parce que l'amener à good, c'est la seule façon de s'en sortir. N'oubliez pas que vous avez une chance sur trois. C'est un rôle extrêmement critique, extrêmement important. Quand vous faites un regime change, vous avez une chance sur trois que le pays teste fair. Alors là, fait que là, il va devenir fair ally, vous êtes à un rôle. Alors imaginez si en plus vous êtes chieux puis votre rôle de prestige fait monter votre prestige. Peut-être que dès votre deuxième carte, si vous avez amené assez de troupes, vous êtes capable de faire la guerre des idées puis de régler la question tout de suite. Ou si vous avez Mass Turnout puis Sistani, vous pouvez la jouer pour improver la governance du pays d'un niveau. Il était fair, il devient good, le regime change est fini. À la limite, même si j'ai une petite critique par rapport au design du jeu, je trouve que quand on fait un regime change dans un pays, il devrait systématiquement tester poor. Pour moi, ça fait pas de sens là, à l'échelle du temps.
C'est un peu comme si les États-Unis débarquent en Afghanistan le 12 septembre, genre, puis le 30 septembre, ils sont partis, là. Ils sont partis, il y a eu des élections, il y a un gouvernement démocratique en place, la governance est good. Pour moi, c'est un peu overkill. Faut le travailler un petit peu quand même, je pense, son regime change. Mais la règle actuelle, quand vous faites un regime change, vous brassez vraiment la governance. 1 à 4, c'est poor. 5 à 6, c'est fair. Le prestige, ben, autant que possible, aidez-vous un petit peu si vous êtes capable avant de faire un regime change. Assurez-vous de ne pas avoir de GWAT penalty. Comme ça, encore là, vous avez une chance sur 3 que votre prestige monte plutôt que descende. Si vous êtes hard puis le monde est soft et vous faites un regime change, là, vous avez 5 chances sur 6 que votre prestige drop. Fait que tous les scénarios sont possibles. Il y a le scénario Walt Disney, vous faites un regime change, le pays devient fair, puis en plus votre prestige monte. Alors là, vous capotez, surtout si vous avez amené beaucoup de troupes, vous êtes peut-être même capable de finir la job tout de suite. Il y a évidemment le scénario où le pays teste poor et votre prestige drop. Alors là, ça risque d'être long et pénible. Puis il y a les scénarios entre les deux où il a testé fair mais votre prestige a descendu. Ou il a testé poor mais votre prestige a monté. La posture de soft pour l'américain, euh, c'est comme ça que je l'ai écrit sur ma feuille, c'est stressant mais c'est cool. OK? Pourquoi c'est cool d'être soft? Ça enable quelques events d'abord. Intéressantes qu'on a vues dans la revue des règles. Mais c'est très facile de gagner du prestige quand on est soft, parce que là, on va prendre nos petites cartes pour faire la guerre des idées dans les pays non musulmans. Et quand on fait la guerre des idées dans un pays non musulman, on a 2 chances sur 3 que le pays teste soft. Et quand le pays teste soft, le pays non musulman teste soft suite à une guerre des idées, ben, on gagne 1 de prestige. Alors c'est très facile, via des petites cartes, là, on va tester des pays non musulmans et on va gagner beaucoup de prestige. Par contre, on est incapable de faire un regime change et le bon joueur djihadiste le sait. Alors il va vous mettre énormément de pression, il va convertir des pays à Islamist rule, puis il va menacer avec sa fameuse win condition de 6 ressources Islamist rule, dont 2 pays adjacents. Alors, soft, c'est comme une petite vacance qu'on prend comme US, mais qui ne dure pas longtemps. Maintenant, il faut revenir, entre guillemets, aux choses sérieuses, puis on n'a quasiment pas le choix d'envahir. À la limite, euh, ça va arriver qu'on va être soft, puis le jeu va devenir une course à la win condition. Alors, comme US, on va essentiellement ignorer ce que le djihadiste fait, puis on va focuser là, à finir la job avec notre guerre des idées, puis notre prestige qui est pas pire parce qu'on est soft, puis que le meilleur gagne. Est-ce que le US va réussir à faire ça avant que le djihadiste réussisse à avoir ses ressources à Islamist Rule? L'avenir nous le dira. Concrètement, je ne je vais subir la posture soft. C'est extrêmement rare que consciemment, je vais faire un reassessment. Je vais flober, brûler 2 cartes de 3 pour devenir soft consciemment. Premièrement, c'est volatile. Il y a des cartes comme l'Axe du Mal. Il y a des cartes justement comme les élections américaines où est-ce que la posture leak, la posture va être brassée. Fait que ça m'est déjà arrivé, là, puis ça laisse des souvenirs douloureux. Là. On joue 2 cartes de 3, on devient soft. La carte d'après, le djihadiste joue les élections américaines, on redevient hard. C'est à recommencer. Fait que si le destin m'amène soft, je vais en profiter pendant que ça passe. Je vais regarder si je suis dans une position de faire une course puis de gagner la course avec le djihadiste pour augmenter mon prestige puis amener les pays à good. Puis sinon, là, je vais attendre, si possible, la main de plus pour voir, je peux survenir à hard via une carte, ce qui est généralement moins pénible que de faire un reassessment. L'autre chose, quand vous êtes soft, ne faites pas ce que j'appelle d'overcommit. Euh, bon, c'est tentant quand on est soft, là, on fait, là, mettons, je suis soft ici. On fait la guerre des idées partout. Putain, France est soft, Benelux est soft, Germany est soft, tout le monde est soft. Puis on essaye dans des pays différents. Concentrez-vous toujours au même pays. Quand je suis capable, même quand je suis soft, je vais essayer de toujours garder les GWAT autour de 1 ou 0 de mon bord. Parce que si jamais votre posture change à hard, vous allez pleurer des larmes de sang, là. Parce que là, regardez-moi tout ça. Et là, la guerre des idées est beaucoup plus difficile. Il faut que vous pogniez 5 ou 6 pour ramener ces pays-là à hard. Alors, si vous êtes dans une situation comme ça, là, vous allez avoir une pénalité de GWAT à perte de vue. Là. À perte de vue. Là. Vous switchez l'Eastern Europe à hard. Le marker n'a même pas bougé. Il y a encore une grande majorité de pays soft. Vous en switchez un autre à hard. Vous n'êtes même pas sorti du bois. Il faut en switcher un troisième à hard. Alors ça, mine de rien, là, c'est 3 card play avec un rôle naturel de 5 ou 6.
extrêmement difficile. Alors, quand je suis à hard, ça me dérange pas que le monde soit à hard 3, parce que je le sais que si jamais je deviens soft, c'est très facile à ramener. Mais quand je suis soft, j'essaye de ne pas aller trop overkill à soft, parce que tôt ou tard, logiquement, le US va redevenir hard, et là, ça peut être très très long de ramener tous ces pays-là de mon côté. S'attaquer au funding du djihadiste, c'est une stratégie très legit. Ça peut sembler slow going un petit peu, mais mine de rien, là, il y a plusieurs cartes qui réduisent le funding du djihadiste de 2. Il ne faut pas oublier que le funding, là, il y a une attrition naturelle à la fin du tour, ça baisse tout le temps de 1. Sérieusement, là, vous pouvez commencer à avoir du fun comme US quand le funding djihadiste est là. Là, vous allez voir le djihadiste soudain qui fait plus de plots pour être capable là, de faire monter son funding. Fait que vous faites votre haïssable, puis vous alertez ses plots. Fait que là, il réessaye. Pendant ce temps-là, il fait rien d'autre de brillant. Le tour d'après, son funding descend ici. Fait qu'il y a 5 cellules de moins à sa disposition. Ça peut être très intéressant. Ceci dit, n'oubliez pas qu'il y a les fameuses cartes comme Saddam, que quand l'Irak est poor adversary, ça peut remettre le funding à 9 et ainsi tout démancher ces efforts-là. Mais n'eût été de cette carte-là, la plupart du temps, là, le djihadiste va être obligé de brûler des events ou de faire des plots pour essayer de remonter son funding. Moins de cartes en main pour le djihadiste aussi, c'est quand même pas banal. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec les cellules aux États-Unis? Euh, on peut pas faire grand-chose, honnêtement. Oui, si on prend deux cartes de 1, une première carte pour la mettre active, une deuxième carte pour la tuer. Mais souvent, vous allez faire ça, puis au tour d'après du djihadiste, il va réussir à ramener une cellule aux États-Unis. C'est plate à dire, mais les États-Unis sont une passoire tant que l'acte patriote n'est pas en jeu. Là. De n'importe où en Europe, on peut se rendre aux États-Unis, des Philippines, du UK, du Canada. Fait que le djihadiste a full de façons d'amener des cellules aux États-Unis. Évidemment, euh, s'il n'y a pas de weapon of mass destruction entre les mains du djihadiste, c'est déjà de moins grande priorité. Même quand il y a des weapons of mass destruction dans les mains du djihadiste, vous ne pourrez pas toujours faire quelque chose pour vous débarrasser des cellules. C'est à vous de voir quelle est la situation dans le monde. Une cellule aux États-Unis, c'est un feu parmi tant d'autres que le djihadiste allume. Alors, si anyway, il y a plein de cellules dans des pays européens, puis vous savez qu'au prochain tour, même si vous en éliminez une, il va ramener une autre cellule, mais concentrez-vous sur autre chose, parce qu'anyway, là, ça va être un peu sans fin. Par contre, si c'est la seule cellule à proximité, ça vaut la peine des fois de brûler deux cartes de 1 pour se débarrasser euh, de la cellule. Euh, Qu'est-ce qu'on fait quand le prestige est à 1? Ça, c'est la fameuse question. Ah, Marco, mon prestige est à 1, il a été à 1 toute la game, jamais été capable, puis tout ça. Mais quand le prestige est à 1, là, c'est le temps de faire un regime change en Afghanistan. Là. Vous voulez un exemple? Là, brassez la soupe, faites de quoi? Descendez en Afghanistan. S'il y a de quoi, vous allez peut-être être chanceux, votre prestige va monter. Puis un rôle de prestige, là, ça peut être assez volatile. Tu sais, je répète, on brasse 2 dés, puis on prend le plus bas des jets. Là. Fait que là, j'ai brassé 2, 3. Fait que mon prestige monte de 3. Là. Fait que là, j'ai plus de pénalité. Encore là, une petite fenêtre vient de s'ouvrir, peut-être. Surtout si j'ai un adjacent good ally pour faire la guerre des idées. Fait que profitez-en, les événements comme Guantanamo, même un événement comme Leak, qui brasse le prestige, qui est normalement un événement djihadiste qu'on n'aime pas. Même un événement comme Leak, pourquoi ne pas leaker dans les médias le fait que vous avez fait du wiretapping puis que vous avez utilisé des enhanced measures pour torturer les terroristes, le pire qui peut arriver, c'est que votre prestige drop, mais il est déjà à 1. Quand on est dans une situation extrême comme ça, c'est tough de monter le prestige un à la fois, surtout que le US aussi a une attrition naturelle. Pays islamist rule va réduire votre prestige de 1 à chaque tour. Fait que c'est vite passé, là, on dirait une main de carte, là, puis vous avez réussi à monter votre prestige à 3 de peine et de misère. Vous arrivez à la fin du tour, ça redrop à 2. Fait que souvent, là, quand on est à 1, ça prend un électrochoc un peu plus fort, là, typiquement un rôle de prestige pour que ça marche. N'oubliez pas, même si vous êtes hard, la guerre des idées dans des pays non musulmans, c'est une façon de gagner du prestige. Bon, ça prend 5 ou 6, mais c'est aussi une façon de passer nos petites cartes de 1, qui autrement ne peuvent pas nous aider à faire la guerre des idées dans des pays musulmans, ne peuvent pas nous aider à alerter des plots ou des choses comme ça. Fait que vous allez faire la guerre des idées une fois de temps en temps, même en étant hard, pour essayer d'aller chercher un plus 1 de prestige une fois de temps en temps.
On est peut-être habitué dans certains card-driven games, si vous êtes entre autres un joueur de Twilight Struggle, par exemple, la fameuse théorie de ne pas utiliser vos événements pour qu'ils restent dans le deck, pour que, dans le fond, surtout si, évidemment, ça c'est vrai si vous jouez plus qu'un deck, là, si vous jouez deux decks, vous allez vous dire, ah ben mes événements, mes cartes, je les jouerai pas pour l'événement, comme ça ils vont devenir problématiques pour le djihadiste. C'est un peu moins vrai dans Labyrinthe parce que le deck est tellement gros, 120 cartes, moi je vous dirais, si vous avez la chance dans le premier deck de mettre la patte sur certains de vos événements, là, jouez-les. La grande majorité du temps, là, au final, ça ne fera pas une grosse différence sur 120 cartes. Puis, si vous espérez là, que ce soit le djihadiste qui est pogne, ben, le djihadiste va peut-être réussir à s'en débarrasser via des first plots ou des choses comme ça. Puis là, vous allez avoir bon, pas tout fait ça pour rien nécessairement. Là, vous allez me dire, ben, pendant qu'il fait un first plot avec ça, il n'en fait pas avec autre chose. Mais de manière générale, là, dans Labyrinthe, je me tracasse pas trop avec ça. Si je regarde mes cartes comme étant, le bon, ben, l'événement serait-tu bon pour moi en ce moment? Là, oui, ben, je le joue sans remords de dire, ah, mais là, il va être remove from the game, c'est une carte US de moins dans le deck, je me stresse pas avec ça. Bon, la séquence maintenant de conversion des pays. Alors, Gulf State, il n'y a pas de problème, c'est safe. L'Arabie Saoudite, c'est safe. Voilà déjà 6 ressources. Vous devez travailler le Pakistan, no matter what. Je le sais qu'il y a Musharraf qui peut démancher tous vos beaux efforts, mais d'un autre côté, il y a aussi l'arsenal nucléaire du Pakistan. Donc, il faut travailler sur le Pakistan. Puis bon, il nous sourit quand même un petit peu le Pakistan dans le sens où il commence fair, fait que des cartes de 2, il est adjacent au Gulf States. Fait que souvent, je vais travailler sur le Pakistan quand même, envers et contre Musharraf, conscient que le djihadiste peut démancher ça. Là. Mais n'empêche, l'idée de travailler sur le Pakistan, c'est que si jamais le Pakistan aussi devient good, encore là, une petite fenêtre s'ouvre pour ce beau pays-là, quand même, qui est dans le coin en bas à droite, qui est l'Indonésie-Malaisie, puis qui vaut 3. Fait que là, je vais essayer, là, pendant que le Pakistan est good, ally, qui me donne un +1, je vais essayer d'amener l'Indonésie-Malaisie. Parce que mine de rien, c'est un autre petit trio dynamique, ça. L'Arabie Saoudite, Gulf States et Indonésie, Malaisie. Si seulement ces trois-là sont à good, oil price spike et vous gagnez. 4 plus 4 plus 4, 12 ressources, vous gagnez. Alors vous passez un peu par le Pakistan, c'est pas perdu parce que vous travaillez sur le Pakistan, c'est bon, ça protège les WMD qui sont là parce que vraiment, si le Pakistan devient Islamist Rule puis le djihadisme met la patte sur 3 WMD, là, ouch, ça fait mal. Pour le reste, là, gardez les yeux ouverts. La Turquie, il y a Kemalist République qui peut vous l'amener à un rôle d'un succès. Jordan, il y a King Abdullah qui peut vous l'amener d'un rôle à ce que ce soit un succès. Fait que des fois, combiné avec Oil Price Spike, là, il y a toutes sortes de combos possibles à checker. Même le Yémen, à la limite, qui est adjacent à l'Arabie Saoudite, là, quand on joue Salehi, qui est l'espèce de carte neutre, là, qui est le shift à allier, puis qui met un aid là, ça peut être legit. Euh, L'Égypte est payante, par contre, très isolée. Pas d'adjacent good alive vraiment à l'Égypte. C'est certainement pas la Libye de manière générale qui va donner ce bonus-là, mais quand même, le Soudan, peut-être suite à un play de Darfour, mais n'oubliez pas l'Égypte comme autre pays de 3 ressources, même s'il est un petit peu perdu. Fait que faites attention, recheckez à la limite là, les vidéos sur les cartes, prenez-vous des notes au début là, pour savoir là, tous les pays. Je rappelle, l'Asie centrale aussi, sa governance peut complètement être resetée par la carte Former Soviet Union. Là. Mais Gulf States, Arabie Saoudite, vous vous trompez pas. Pakistan, vous vous trompez pas parce que vous, au minimum, vous protégez les weapons of mass destruction. Puis Indonésie, Malaisie, très payant, puis pas volatile comme pays. Fait que pitchez-vous vers ça. À la limite, essayez de finir la job avec un pays volatile. Fait que essayez de finir la job avec la Turquie, que ce soit les deux dernières ressources qui vous manquent. Fait que là, c'est sudden death dès que vous l'amenez à good ally, la game se termine. Dernière petite chose, ben d'abord, avant ça, fait que dès que le Pakistan est allié, même si vous avez de la misère à finir la job puis à l'amener good, euh, essayez de transférer peut-être les troupes de Gulf States au Pakistan, les troupes de Saudi Arabia au Pakistan ou des troupes de la traque, vous les descendez au Pakistan. Là. L'idée, c'est de créer un buffer contre le fameux Major Jihad. Fait que, mine de rien, si vous amenez, c'est peut-être intense, là, mais ça m'est déjà arrivé. Vous amenez vous amenez quatre troupes au Pakistan, ou mettons, on va dire trois, là. Là, juste pour dire qu'on est encore à low intensity.
Ben là, si mettons qui est à poor, puis qui est à risque sinon d'avoir un major djihad, là, ben oubliez pas, pour faire un major djihad, le djihadiste doit avoir 5 cellules de plus que le nombre de troupes. Alors ça y prend 8 cellules au Pakistan. C'est quand même tough, puis vous le voyez venir, parce qu'il probablement qu'il va les recruter en Afghanistan, puis qu'il va les descendre. Puis pendant ce temps-là, avec des cartes de 3, vu que vous avez des troupes, ben vous tapez, vous tapez, puis vous tapochez sur les cellules. Fait que dès que le pays est allié, vous êtes capable de déployer des troupes. Puis après ça, même si l'alignement tombe à neutre, ou même adversary, vos troupes peuvent encore être là, puis peuvent bûcher, là. Même si le djihadiste a Fatah en jeu, qui vous empêche de disrupter au Pakistan, vous pourriez amener tellement de troupes que ça rend ça ingérable pour le djihadiste. Puis là, de temps en temps, Special Forces, Predator qui marche, même si Fatah est en jeu. Puis là, vous éliminez des cellules au Pakistan. Mais pendant que vous protégez ce feu-là, toujours gardez en tête, hey, j'ai une petite fenêtre d'opportunité pour faire la guerre des idées, pour amener d'autres pays à good. Finalement, donc, euh, fait qu'admettons que le djihadiste essaye de faire un major djihad, par exemple en Asie centrale, peu importe, il y a 5 cellules de plus que le nombre de troupes. Il donne tout, alors il joue une carte de 3 alors que le pays est poor. N'oubliez pas, il y a une chance sur deux que ça faille. Il y a une chance sur deux que ça faille. C'est scary, là. Il y a ces 5 troupes, le pays est à poor. Oh my god, il va jouer une carte de 3 puis il va faire un major djihad. Ça y prend 2 succès sur les 3D qu'il va brasser. Alors 50% du temps, le scénario final va ressembler à ça. 2 cellules ont été éliminées, toutes les autres cellules sont actives parce que c'est un major djihad. Il y a un besieged regime qui est placé dans le pays, mais rappelez-vous, le pays devient allié, le pays shift d'une boîte vers allié. Alors, c'est un message qui descend du ciel là, de vous dire US, le pays est allié, descend des troupes ici, amène des troupes ici. Et là, vous allez débarquer des troupes ici. Fait que souvent, là, moi, je vais le faire payer le djihadiste, mais sérieusement. Là. Première carte de 3, j'amène mes troupes. Deuxième carte de 3, je disrupt 2 cellules qui sont actives. En plus, ça fait monter mon prestige de 1. Et là, même s'il y a un besieged regime, là, c'est là le djihadiste, ça y prendrait, dans ce cas-là, là, 8 cellules au total pour se réessayer. Alors souvent, là, le djihadiste va aller voir ailleurs. Alors, et ça, c'est beaucoup de hops d'investis par le djihadiste. C'est toutes les cellules qui ont été recrutées en Afghanistan, qui ont été mouvées en Asie centrale. Après ça, c'est sa carte de 3 hops pour le Major Djihad. Puis là, au final, il se retrouve avec rien. Il est obligé de s'en aller ailleurs. Alors vraiment, là, euh, un Major Djihad qui échoue, là, vous devez absolument faire payer le djihadiste cette affaire-là. Fait que ça conclut, s'il y a des choses, comme je disais, là, que j'ai pas couvertes, qui vous intéressent, qui vous intriguent, si vous voulez jaser de stratégie, là, allons-y gaiement dans les commentaires. Puis si j'ai suffisamment de questions ou suffisamment de points qui me font penser à d'autres affaires, là, je ferai peut-être un deuxième vidéo là-dessus. Mais voilà, j'espère que vous avez apprécié. C'était les stratégies US dans Labyrinthe de War on Terror, le jeu de base. Évidemment, manquez pas le prochain vidéo. C'est autant utile comme US de connaître c'est quoi les tips and tricks du djihadiste et vice-versa. Parce qu'à moins que vous fassiez partie de ces joueurs-là qui refusent systématiquement de jouer le djihadiste, vous allez jouer les deux camps. Alors c'est toujours utile de savoir ce qui est bon pour un et ce qui est bon pour l'autre. Merci beaucoup. À la prochaine.